Eh bien, bonjour à tous, donc, je suis Rodolphe Gélin et je vais vous parler de robots humanoïdes. Donc, je travaille pour la société Aldébaran Robotics, que je vais vous présenter rapidement. Et puis, je vais vous présenter donc, ce qu'on fait avec les robots humanoïdes en général et les développements en cours sur le robot Roméo. Roméo qui sera là samedi prochain, donc samedi après-demain à 19 h, lors de l'exposé que je ferai à ce moment-là. Et là, c'est plus Roméo que moi qui parlera. Là, il se prépare. Et donc il répète, mais donc aujourd'hui il n'y aura que moi, désolé, mais quelques vidéos quand même. Donc Aldébaran, c'est non seulement une étoile que vous connaissez bien, parce qu'Alexandre Astier en a beaucoup parlé hier soir, si vous étiez à sa conférence, et donc j'étais très content de voir qu'il nous faisait de la pub. Alors lui il dit Aldébaran, nous on dit Aldébaran, mais c'est la même chose, c'est une constellation. Donc notre fondateur, Bruno Maisonnier, est un fan de science-fiction, et donc il avait souhaité donner ce nom stellaire à sa société. Donc on a été créé en 2005, on est basé à Paris principalement, mais aussi un petit peu à Nantes comme je vous le dirai, et aujourd'hui après donc 9 ans d'existence, on peut dire que cette société française est le leader mondial de la robotique humanoïde. Alors il faut rester humble, ça ne veut pas dire grand chose, leader mondial de la robotique humanoïde, ça veut dire que c'est nous qui fabriquons le plus de robots humanoïdes dans le monde. Et puis après, voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est les nôtres qui courent les plus vite, qui font les choses les plus extraordinaires, mais on a le mérite d'en produire en série. Et ça, c'était le rêve de pas mal d'entre nous, quand on voyait des films comme iRobot, où on voyait toutes ces étagères pleines de robots prêts à partir. Voilà, nous, chez Aldébaran, c'est pareil, on a des salles entières remplies de robots prêts à aller rendre service à nos clients. Alors, Aldébaran, quelques chiffres. Donc il y a 5 implémentations, donc 5 lieux. Donc notre quartier général est à Paris. Et puis on s'est installé aussi à Boston, aux États-Unis, à Shanghai et en Chine. Bon, ce sont principalement dans ces endroits-là des lieux de vente, des lieux de relations avec les clients, de services après-vente, parce que les robots, c'est comme une machine à laver, c'est bien de les vendre, c'est bien quand ça marche, mais il arrive que parfois ça tombe en panne, donc c'est bien d'être au plus près de nos clients, donc c'est pour ça qu'il a fallu qu'on s'installe un peu partout dans le monde. Et puis quand on est trop loin, on a des intermédiaires qui nous aident pour la maintenance, par exemple en Amérique du Sud. Voilà. Et puis on a aussi un petit labo à Nantes, comme je le disais. Donc à Nantes, on s'est créé un labo qui fait une recherche sur la main. Vous verrez que la main de nos robots est pour l'instant assez simple. Il y a juste un degré de liberté, comme on dit, donc elle s'ouvre, ça se ferme. Et on sait bien que pour les applications futures et pour l'interaction, la gestuelle, ça serait mieux d'être un peu plus dextre avec ses mains. Donc toute la recherche se fait ici à Nantes. On est aujourd'hui plus de 400 personnes, principalement des gens qui font de la recherche et du développement, donc des ingénieurs, des développeurs, des techniciens, mais évidemment aussi pour assurer le service après-vente, du marketing, des juristes pour faire des procès et pour signer des contrats. Voilà, donc on est une vraie grosse société avec tout ce qu'il faut pour faire vivre une société. Et aujourd'hui on a vendu plus de 6000 Nao. Donc ce petit robot humanoïde que je vous présenterai, tout le monde a déjà vu un Nao ici. Qui n'avait jamais vu de Nao en vrai? Ah, pas trop, super. Bon, alors il y en a sans doute un qui viendra avec Roméo samedi, si vous êtes encore là, vous le verrez aussi. Et donc voilà, plus de 1000 labos s'en servent, 10 000 personnes utilisent des Nao de près ou de loin. C'est encore pas beaucoup, hein, mais voilà, ça fait qu'on est le plus développé. Alors ici, je tenais à vous montrer une vidéo qui est toute récente et très bien réalisée. Is scary. For others, future is unpredictable. But for us, future is now. Voilà, un tout petit teasing pour ceux qui n'ont jamais vu Nao. Voilà, j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'elle a un petit air science-fiction et voilà, il est encore plus beau que dans la réalité. Alors notre vision, c'est de faire, l'objectif d'Aldébaran, c'est de faire des robots pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, vous avez vu, on cible une population qui est quand même assez pointue, hein, les chercheurs, les enseignants. Mais notre objectif, c'est vraiment, la société a été créée pour ça, faire des robots pour le plus grand nombre, pour aider des gens chez eux, pour être un compagnon, pour les amuser. Le marché de masse. Le marché de masse parce qu'on veut que les gens aient des robots parce que c'est rigolo, puis parce que c'est comme ça qu'on gagnera de l'argent.
Si vous faites que des marchés de niche, c'est assez difficile de gagner de l'argent, à moins de faire comme Rolls-Royce, faire un tout petit marché avec des objets très très luxueux. Voilà. Et nous, le modèle qui nous intéresse, c'est plutôt le business model, c'est plutôt du Renault, quoi, de la voiture que tout le monde peut s'acheter, du robot que tout le monde peut s'acheter, dont tout le monde peut profiter. Vraiment amener la technologie au service de tout le monde. Alors choisir la forme humanoïde, ça n'a pas été le plus malin. Ça n'a pas été le plus malin d'un point de vue technique, parce que au moment où Bruno Maisonnier a créé Aldébaran, on voyait plein de publications scientifiques, notamment japonaises, où on voyait l'humanoïde, bon bah ça a l'air bon, tout le monde sait faire des humanoïdes, la techno est prête, on peut y aller, on peut faire copier-coller et mettre ça chez les gens. En fait, bah voilà, 9 ans après, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça, et que la difficulté n'est pas forcément là où on le pensait, dans la mécatronique, dans la fabrication du robot, mais plus dans les usages qu'on va pouvoir y trouver. Alors, cette forme humanoïde, justement, d'un point de vue des usages, elle est super, parce que, comme vous êtes humanoïde, bah, potentiellement, comme l'humain, vous pouvez faire n'importe quoi. Et puis surtout, mais aussi vous faites rien vraiment bien. Pour passer l'aspirateur, un Roomba c'est quand même mieux, une petite galette qui a juste un aspirateur et des roues. Mais voilà, potentiellement ça ouvre des capacités d'application extraordinaires. À l'origine, les premiers qui ont fait de la recherche sur la robotique humanoïde, c'était pour mieux comprendre l'homme. Quand on modélise les gens qui essayaient de comprendre comment réfléchit un homme, comment marche un homme, bah, ils avaient une théorie, ils écrivaient des équations, puis comment vérifier que leur équation est bonne. C'est difficile de retirer le cerveau de quelqu'un, de lui mettre une autre équation à la place et de voir si ça fait le même comportement. Donc fabriquons un robot humanoïde, mettrons notre algorithme dans cette tête et on voit si ce robot va se comporter comme un homme ou pas. Et c'est comme ça qu'on va voir que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment intelligent, que les algos de marche, bah, c'est pas vraiment comme la marche, voilà. Et on va apprendre de plus en plus sur la façon dont l'homme se comporte, on va mieux comprendre l'homme. Mais après, d'un point de vue marketing, d'un point de vue business, bah aussi on s'aperçoit qu'un petit robot humanoïde, il attire beaucoup plus la sympathie que des robots à roulettes. Il faut vraiment être Pixar pour faire de Wall-E un objet sympathique, ou alors R2D2. Mais en général, c'est beaucoup plus d'interagir. On est intuitivement beaucoup plus attiré vers quelque chose qui a une tête, des bras pour communiquer. En plus, on bénéficie de tous les avantages qu'apporte un langage corporel que peut apporter un robot humanoïde. Et puis, comme je le disais, bah, comme notre environnement est fait pour nous, bah, autant faire un robot qui a notre forme pour monter un escalier, pour attraper des objets. Voilà. Tout ça fait que, et en plus, c'est plus rigolo de fabriquer des robots humanoïdes que de fabriquer des boîtes de conserve à roulettes. Donc aujourd'hui, Aldébaran a 3 robots. Donc Nao, qui est le plus répandu. Pepper, qui a été présenté en mai dernier, donc qui est tout récent, que vous verrez probablement pas beaucoup parce qu'on l'a fabriqué pour une société japonaise qui s'appelle SoftBank, et pour l'instant SoftBank se le garde jalousement. Il dit c'est mon robot, c'est moi qui l'ai payé, je le veux que pour moi et je veux pas que les autres en profitent. Bon, c'est pas si simple, hein, il va commencer à le vendre de son côté, mais voilà, donc ça va être un robot un peu plus rare, je vais vous montrer une vidéo juste après. Et Romeo, lui, c'est une plateforme de recherche qu'on commence à présenter. On est très heureux de venir ici le présenter. Ça sera la 3e fois qu'on présentera au public. Et donc voilà, depuis très longtemps, les Utopiales voulaient l'avoir, donc on est très heureux de le présenter samedi. Alors je vais vous présenter Pepper en vitesse, parce que je ne vais pas trop vous en parler. Par ailleurs, c'est un robot qui est très joli. Il a été conçu pour accueillir des gens dans les boutiques de SoftBank, donc notre client. SoftBank est un énorme opérateur téléphonique au Japon et qui va avoir ce robot dans ses boutiques pour accueillir ces personnes. Donc c'est à la fois un objet de marketing, ça va attirer, puis après il va petit à petit rendre des services. Et alors là on voit Georges Clooney qui s'approche avec son Nescafé. Parce que hier, on a appris que Nestlé, justement, a acheté 1000 Pepper à SoftBank pour le mettre dans ses boutiques. Et donc, comme ça fera un peu de vacances à Georges Clooney, qui ne sera plus harcelé dans les boutiques. Ça sera Pepper qui accueillera le public à sa place. Et donc, ça va lui laisser un peu de temps libre pour retourner au cinéma. Donc voilà, un robot d'accueil, un robot dédié à l'interaction avec les gens. Bon, mais je vais vous montrer qu'en gros, toutes les recherches qu'on fait sur Pepper sont intégrées, commencent sur Nao, commencent sur Romeo, et donc tout ce que vous verrez ici, vous verrez même quelques recherches spécifiques à Pepper, voilà, tous nos robots sont compatibles et changent tous leurs progrès. Nao, donc notre robot le plus diffusé, son quotidien, bah, comme je vous l'ai dit, c'est l'enseignement, c'est la recherche, c'est le développement, donc c'est une plateforme ouverte de développement, donc ça il faut que vous compreniez ça, de la même façon qu'un téléphone portable où vous êtes un utilisateur,
en général, j'imagine. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui développent des applications sur les téléphones portables. Et c'est ça qui fait la richesse du téléphone portable, c'est qu'il y a des tas d'applications dessus. Le robot, bah, ça va être aussi comme ça. Et c'est ça qui est en fait un petit peu long dans la mise en place du robot pour tous, c'est qu'il faut que ce catalogue d'applications il soit suffisamment grand pour que les gens en trouvent un usage et soient contents d'avoir un robot parce qu'il y a tous les jours des nouvelles applications qui vont les amuser, qui vont leur rendre service. Et donc va se créer derrière nous tout un écosystème, comme on dit, de gens qui vont développer du contenu pour nos robots. Et c'est ça qui est un petit peu long parce que développer une application pour robot, c'est très nouveau. Autant des gens qui développaient des applications sur PC, quand il a fallu passer sur portable, il y a du spécifique, mais c'est quand même un peu la même nature d'interaction. Un robot, bah, il faut gérer du capteur, il faut gérer du mouvement, et donc le métier de développeur d'application pour robot n'est pas instantané, et ça c'est tout un domaine qui doit se créer. Il faut que dans les écoles existent des gens qui apprennent à développer des applications pour robots humanoïdes, et ça ne se fera pas en un jour, même si ça se fera plus vite que d'aller sur Alpha du Centaure. De ce point de vue-là, on est un peu en avance sur le voyage interstellaire. Et d'ores et déjà, le robot commence à aider des gens. Il aide, j'ai vu un de nos clients nous a acheté des robots pour mettre dans des maisons de retraite. Et le robot, bah, c'est le petit compagnon de la maison de retraite. Il est à l'entrée il est dans le hall le matin, les résidents passent et disent « Tiens Nao, qu'est-ce qu'il y a à manger à midi ?» Ça, c'est la question la plus posée par les personnes dans les maisons de retraite. Quand elles rentrent, quand elles voient quelqu'un du personnel hospitalier, « Qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Donc voilà, bah, allez demander à Nao, et petit à petit Nao est devenu leur ami parce que lui il sait toujours et il se lasse jamais de répéter qu'à midi il y a un petit pois carotte. Et puis il peut donner la météo aussi et quelques informations. Ça c'est le premier mode un peu autonome, un peu bébête du robot. Et puis il y a un autre mode qui n'est pas beaucoup plus malin mais qui est un peu plus, du point de vue de l'utilisateur, plus spectaculaire, c'est que le robot est téléopéré par un infirmier, par un ergothérapeute, et le robot va donc interagir, mais de façon comme une marionnette en fait, à distance, pour faire jouer la personne, pour la faire réfléchir, pour discuter avec elle. Donc d'un point de vue robotique, c'est pas l'intelligence, l'autonomie dont on rêve, mais au moins ça montre que les gens sont prêts à s'attacher, à échanger avec ça. Et on a des projets de recherche où on va s'inspirer de ce qui se passe dans ces opérations téléopérées, dans ces échanges téléopérés, pour remplir d'intelligence le robot, voir comment on aimerait que le robot réagisse quand il est téléopéré, pour le rendre autonome et s'inspirer de ce qu'on fait en téléopération pour le rendre intelligent et faire ça tout seul. Et puis une application aussi qui tourne bien, c'est l'assistance aux enfants autistes. Et là, j'ai un film que je vais essayer de vous lancer sur l'écran que vous voyez. Ah oui, ça marche. Voilà. Et qui explique aussi comment l'esprit d'Aldébaran, qui est de faire une communauté de gens qui vont échanger leur savoir-faire. Il y a du son là. What if an animator could bridge a habitual child to an ever-evolving community? What if a researcher could implement innovative technology to minimize overstimulation in children and improve learning? What if these people and others from around the world came together on a journey to transform the classroom? En original en anglais, Finding talents to shape a better path for special education by allowing children to take their learning to the next level, opening up a world of possibilities. Donc, vous comprenez, j'imagine, pas besoin de traduire, des compétences tout autour du monde s'unissent, informaticiens, animateurs, éducateurs, pour développer les bonnes applications adaptées aux enfants autistes, par exemple. Bon, ça, rien de nouveau, hein. Quand vous développez une application sur PC pour l'éducation spécialisée, de la même façon, des ergothérapeutes et des éducateurs et des informaticiens travaillent ensemble. Là, il y a en plus l'animateur. Et l'animateur, voilà, c'est dans le développement de la robotique, des applications robotiques, c'est très important, c'est ça qui va donner de la chair, de l'existence à tous les mouvements du robot. Et on a pas mal on fait travailler chez nous des gens qui viennent de la communauté du dessin animé, parce que cette gestuelle qu'on voit faire à notre robot, si c'est une gestuelle purement géométrique d'ingénieur, elle va être moche, elle va être froide. Toute la différence se fait dans la façon dont les gestes sont faits, et à ce moment-là le lien se crée très bien avec les enfants. Et là les enfants autistes aiment particulièrement ce Nao, parce qu'ils aiment la technologie en général, et en particulier cette petite boule, le fait qu'il n'a pas de visage, pas de sourire, et ça les rassure, ils ont du mal à interpréter. Là ils arrivent bien à interpréter tous les gestes du robot, et ça va vraiment
les attirer, simplifier leur approche pour les emmener faire des exercices et même créer des rapprochements entre les enfants, puisqu'ils vont, des enfants qui sont toujours souvent un peu refermés sur eux-mêmes, vont aller se mettre à jouer ensemble sur le même robot.